Bonjour David Chappelle. Bonjour. Vous avez donc écrit un livre, Le Réveil Kanak, la montée du nationalisme en Nouvelle-Calédonie. Cette conférence tout d'abord à l'Université de la Nouvelle-Calédonie hier soir, comment estimez-vous la rencontre avec le public ? Je pense que c'est bien passé. Il y avait peut-être 80 ou bien 90. Et aussi, après mon discours, il y en a qui ont participé, posé des questions, fait des commentaires. Et après, on continuait à causer un peu. Je pense que ça a marché. Les questions vous ont étonné? La causerie a été intéressante? Oui. Souvent, on pose des questions et je ne suis pas tout à fait prêt à répondre ou bien ils font des commentaires à eux-mêmes, mais j'apprends toujours quand je fais quelque chose comme ça. Vous apprenez toujours. Votre livre, en tout cas, examine la montée du nationalisme en Nouvelle-Calédonie, 1969. Des étudiants kanaks de retour de métropole commencent à se faire entendre. Des graffitis apparaissent sur les murs de Nouméa avant le 14 juillet. C'est une période de l'histoire qui manquait, David Chappelle? Je pense qu'il manquait un ouvrage sur cette période-là. On parle toujours des événements ou bien de l'après-guerre, la Deuxième Guerre mondiale, mais il y avait une espèce de trou qui explique la genèse des événements. Et c'est ça que je cherchais dans les années 60 et 70 pour voir les racines des problèmes et la polarisation du pays, C'est important de préciser des étudiants de retour de métropole, David Chappelle. Oui. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà une situation où Paris a retiré l'autonomie du pays à partir des années 70 afin de contrôler le nickel ici comme ressource stratégique. Et en même temps, on avait le boom du nickel. Il y avait 25 000 immigrés de nouveau. Et dans ce contexte-là, il y a un boom économique, mais une politique rétrograde politique, Et quand les jeunes sont venus, ceux qui ont expérimenté mai 68, ils s'apercevaient qu'on recolonisait le pays dans un sens. Et il aurait été surprenant si personne ne protestait pas. Et ils sont revenus de la France, ils ont commencé à agiter en disant, mais quand même, on perd le contrôle du pays qu'on l'avait, et aussi avec les nouveaux immigrés, les Kanaks surtout, se sentaient être en danger de disparaître complètement. Oui, c'est ça. Il y a eu mai 68 en métropole qu'ils ont vécu. Il y a eu également les études. David Chappelle, ça leur a ouvert des perspectives. Vous avez dit à un moment donné qu'ils ont été influencés par un socialisme tiers-mondiste et par les revendications des peuples indigènes. Ça les a fait réfléchir. Oui, c'est vrai, parce qu'ils ont vu la France d'une façon différente dans le contexte mondial et dans du contexte des luttes contre le colonialisme et tout ça. Alors, ils ont importé ces idées et puis aussi les adapter à la situation locale. Ils ont commencé à écrire beaucoup, discuter beaucoup, même avant de revenir dans le pays. On pense évidemment au foulard rouge, à Nidosh Neslin. À partir de ces graffitis finalement, ce sont les prémices d'une colère, la colère gronde, d'une vraie revendication. C'est quoi cette revendication? D'abord, une quête de reconnaissance de l'identité kanak et aussi avec le but d'un socialisme et un système économique plus juste pour tout le monde. Les deux étaient mélangés dans leur pensée et ils ont commencé à distribuer des tracts, à manifester, des choses comme ça pour s'exprimer, mais le gouvernement les a répressés, Des membres du mouvement de Nidosh Neslin sont arrêtés et puis il y a une manifestation qui suit 2 mois plus tard, en septembre. C'est vrai, en 2 septembre, on peut dire que dans un sens, c'est le moment où le réveil kanak a commencé dans le pays. Neslin avait été arrêté, il y avait 400 personnes dehors le commissariat qui demandaient qu'on le lâche à liberté, et surtout des Mariens, parce que c'était le fils de leur grand chef.
Et la police a essayé de les pousser, mais il y avait une émeute. Et pour les jeunes, ils disaient que c'était leur attaque à la Bastille coloniale. C'est là que les foulards rouges, finalement, naissent véritablement? C'est vrai, hein, ils ont commencé avec un journal qui s'appelait le Réveil Kanak pour exprimer leurs idées en même temps. Et après ça, avec la répression, ils étaient de plus en plus radicalisés. C'était pas un grand mouvement au début, mais avec tous les événements économiques et politiques qui se sont passés dans ce temps-là, le pays a commencé à se polariser. Oui, les foulards rouges, ce mouvement, c'était vraiment une organisation structurée, une organisation puissante? Oui, dans un sens, pas aussi structuré que possible, mais ça change avec le temps. C'était une sorte de symbiose parce qu'il y avait des Calédoniens non-Kanaks ainsi que les Kanaks là-dedans, et c'était multiethnique au début. Ils disaient même que le mot Kanak n'était pas un mot péjoratif et n'était pas forcément simplement quelque chose d'ethnique. Ils utilisaient le mot Kanak comme tous les opprimés. Ça représente tous les opprimés dans le pays. Alors même les jeunes Calédoniens non Kanak, ils adoptaient ce nom dans le tract. Ils voulaient unifier les communautés du pays dans une quête d'abord l'autonomie qui a été perdue, le retour des terres confisquées et plus tard, ils cherchaient l'indépendance. Oui, ce discours identitaire, activiste, est-ce qu'il a changé aujourd'hui? Quel est votre regard? Un peu, oui. Parfois, je pense peut-être qu'il faut avoir encore un réveil Kanak. Parce que les jeunes aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne s'identifient pas exactement avec les politiciens, même ceux qui sont des Kanaks, parce qu'ils ont le sens d'être aliénés encore de ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une différence entre nationalisme et indépendantisme, à votre avis? Oui, parce que on peut créer, il faut créer une nation ici parmi les communautés pour avoir le pouvoir de se gouverner, quoi. Même avec l'autonomie, il faut s'unifier, travailler ensemble, etc. Alors même si le référendum ne réussit dans le sens d'indépendance, après le référendum, on aura encore à négocier un statut nouveau pour le pays, parce que le pays manque un statut en ce moment. Alors évidemment, ce livre a un écho particulier à la veille de ce référendum du 4 novembre. Aujourd'hui, on parle de peuple calédonien, même si ça fait encore débat. On parle de citoyens calédoniens et également. Certains politiques parle de nation. On peut être une nation sans être un État, a dit l'un d'eux. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre sentiment? Est-ce qu'on n'a pas dépassé aujourd'hui? Est-ce qu'on n'est pas dans une nouvelle étape, une nouvelle ère? Je pense parce que dans le passé, il y avait parfois des centristes, disons, entre les indépendantistes et les autres là qui voulaient rester avec la France. Et maintenant, ils sont plus nombreux, je trouve. Il y a des gens, même parmi les Calédoniens, qui imaginent une nation dans une nation, comme ça. L'identité calédonienne, à part des Kanaks, était toujours un peu floue parce qu'il y a beaucoup de groupes différents, beaucoup de communautés différentes dans ces catégories, mais on parle de plus en plus de citoyenneté, d'être un pays en soi-même. Et partout dans la région de l'Océanie, il y a des expériments de souveraineté, et statut mixte, etc. Alors, je pense qu'il y a des possibilités, toujours, même si on ne devient pas indépendant, de se gouverner de plus en plus. Alors, est-ce que le discours du début, est-ce que le discours indépendantiste, le discours kanak, est-ce que finalement la parole de Nidosh Leslin, de Foulard Rouge, est-ce qu'il ne s'est pas dilué avec le temps? Est-ce que ça n'a pas changé? Enfin, ça a changé un peu avec le temps, mais
c'était un cas plutôt d'influencer les politiciens. Et puis, il y avait des nouveaux comme Jean-Marie Djibao et Eloi Machoro, etc., qui ont pris ces paroles. Ils cherchaient indépendance kanak, mais aussi socialiste. Et socialiste, ce parti-là, ça inclut tout le monde. Ils imaginaient qu'on pouvait faire un pays ensemble, mais il y avait ceux qui ne voulaient pas signer le communiqué de Nainville-les-Roches, par exemple, et alors on a eu les événements tragiques, quoi. Alors, avec la nouvelle autonomie aujourd'hui, on recommence dans un sens. Et j'ai de l'espoir que ça va marcher mieux cette fois. David Chappell, spécialiste de l'histoire du Pacifique. On continue à parler ensemble, David Chappell, à partir de 7h06. Vous restez avec nous. David Chappell, vous vous intéressez aux luttes de la décolonisation dans le Pacifique. Est-ce que l'histoire de la Calédonie dans le Pacifique est une histoire singulière? Dans un sens, oui, parce que normalement, on a deux genres de colonies, des colonies de peuplement et aussi des colonies d'exploitation, quoi. Mais dans les colonies de peuplement, normalement, il y a beaucoup de nouveaux arrivés d'Europe et ailleurs, comme en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada, aux USA, par exemple. Mais ici, c'est presque 50%, 50%. Alors, ça crée une tension un peu spéciale. Qui va gagner l'élection? Qui va contrôler le pays? On avait la même chose aux Fidji, par exemple. Mais là, ils étaient indépendants et c'est les indigènes qui contrôlaient l'armée. Alors, ils ont trouvé une solution à eux. Mais ici, oui, dans ces colonies de peuplement dont vous parlez, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, les indigènes sont devenus des minorités. C'est vrai, hein? Par exemple. La Calédonie a une tendance totalement différente. C'est vrai, hein? Parce que c'est pas clair qui a la majorité. Enfin, on peut mesurer de façon différente, mais c'est dans un sens une colonie de peuplement manquée. Parce que, imaginez pour un moment si le Congrès aux États-Unis était presque la moitié des Indiens indigènes. Hein? Quel genre de politique est-ce qu'on aurait aux États-Unis? C'est déjà un peu perplexant, quoi, ce qui se passe là-bas maintenant. On est très divisé dans le pays, mais s'il y avait aussi une division ethnique comme ça, c'est compliqué de résoudre les problèmes. Est-ce que vous n'avez jamais eu de réaction négative par rapport à votre livre? Pas encore. Non, je pense que les gens le reçoivent bien parce que j'ouvre un sujet qui n'était pas beaucoup discuté, les racines des événements. On parle des événements et l'après et tout ça, mais comment c'est commencé? Quelle était la vraie cause de ce problème-là? Et je pense que les gens s'y intéressent. Oui, parce que les événements de 1980, vous dites, ont commencé finalement bien avant. Oui, c'est vrai. Hein? À partir des années 60 et 70. David Chappell, vous êtes américain, vous vivez à Hawaï. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire cette histoire, à connaître cette histoire calédonienne? J'ai eu plusieurs motivations. D'abord, dans ma jeunesse, j'ai enseigné en Côte d'Ivoire, un pays qui aussi a la tâche d'unifier beaucoup de groupes de langues différentes pour faire une nation. Et j'ai aussi remarqué que j'étais là en 1968, il y avait 5 fois plus de Français dans le pays après l'indépendance qu'avant. Mais en tout cas, c'était surtout un pays contrôlé par les indigènes. Ici, c'est un peu différent, comme j'ai dit. Aussi à Hawaï, il y a un mouvement pour la souveraineté parmi les indigènes hawaïens. À Hawaï, où vous vivez? Oui, c'est vrai, hein, actuellement. Et, ils sont seulement 20% de la population, un peu comme les Maoris en Nouvelle-Zélande, qui font peut-être 10%. Alors, le défi pour eux de garder leur identité, leur langue, des aspects de leur culture est encore plus difficile, quoi. On a parlé de la naissance de ces étudiants, des foulards rouges avec ces étudiants qui ont commencé par des graffitis sur les murs, etc. Et puis ils ont été réprimés. Est-ce qu'il voulait notamment rappeler à Nouméa
qu'ils étaient à Nouméa-la-Blanche, qu'ils étaient aussi des citoyens à part entière. En 2018, Nouméa a bien changé, ou plutôt, en 2018, est-ce que Nouméa a changé en bien? C'est une bonne question, mais c'est un peu complexe à répondre. Dans le sens politique, je pense que à Nouméa, les Kanaks sont en minorité, évidemment, par rapport aux autres communautés dans la région, dans le sud. Comme Pierre Froger a dit, pour faire le destin commun, ça doit commencer dans le sud parce que les deux autres provinces sont contrôlées par les Kanaks, quoi. Ça a changé dans le sens que on est plus organisé dans les syndicats, dans les partis politiques, mais toujours c'est un peu difficile d'avoir une vraie voix Kanak dans le sud aujourd'hui. Mais ça commence et parfois avec les centristes qui sont là, je vois qu'on vote ensemble sur les questions sociales, économiques, des questions comme ça souvent dans le Congrès, dans les provinces. Et ça me donne un peu d'espoir que ce progrès-là de communication, travail ensemble, que ça peut continuer à progresser. Les inégalités n'ont pas disparu, c'est ce que vous dites en gros, hein, et qu'il faut encore travailler pour... Ah oui, c'est ça la clé. Hein, même si on est indépendant ou non, il y a toute une question d'inégalité, aider tout le monde à participer dans l'économie, dans la politique, la vie sociale. Et il y a toujours du travail à faire dans la formation, par exemple, dans les écoles, dans les entreprises. Enfin, c'est un défi pour tous les pays modernes. Je rappelle le numéro de téléphone, hein, si vous souhaitez intervenir, mesdames et messieurs, on vous attend au 258-258. Certains appellent à un nouveau réveil kanak, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, hein. Oui. Il faudrait un nouveau réveil kanak. Comment il faut le comprendre? Je pense que à l'époque que j'ai étudié, il y avait une presse locale très vive. On a beaucoup de journaux par les Foulards Rouges et l'UGC et groupe 1878, quoi. Et il y avait beaucoup d'activités en s'exprimant, et aussi analyser, présenter des idées, des perspectives différentes. Mais j'ai l'impression aujourd'hui que les jeunes, surtout, qui sont aliénés, ils ont besoin de se mettre ensemble et organiser leurs idées, se présenter d'une façon comme ça. Parce qu'on avait vraiment des intellectuels à l'époque, Nidouish, Naïseline et les autres, et même Jean-Paul Caillard et Max Chivot, des gens qui s'engageaient, qui écrivaient beaucoup. Ils étaient bien éduqués. C'est ce qui manque aujourd'hui? À mon avis, oui. Est-ce qu'il y a un héritage qui reste? Je pense, mais ça a changé un peu. On est dans les institutions maintenant. Qui est propriétaire de cet héritage? C'est ça, une bonne question. On a des leaders Kanak, on a des leaders centristes, tout ça, mais est-ce enfin, on vieillit? Et comme Yann Séléné-Oreguet a dit une fois, on sont bourgeoises. Est-ce qu'on n'a pas dilapidé cet héritage? Je ne sais pas exactement pour répondre à ça. Qu'est-ce qui reste de l'idéal de Nidosh Lichnine? Je pense que déjà, on a des gains pour les Kanaks, hein, dans les régions, dans la représentation, dans le gouvernement. Et l'identité Kanak est reconnue officiellement maintenant. On a le centre culturel, on enseigne les langues Kanak. On a fait beaucoup de progrès dans ce sens-là, de la quête d'identité Kanak. On a fait la réforme foncière, des choses comme ça qui font du progrès. Alors, dans ce sens, il y a un héritage, je pense. Est-ce que vous aviez rencontré Nidosh Lichnine? Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti de cet homme? Qu'est-ce qu'il vous reste de lui?
Enfin, vers la fin de sa vie, il avait des problèmes de santé et aussi sa politique a changé un peu, c'est devenu plus compliqué. Mais quand je lui ai parlé... Pardon? Plus compliqué? Oui, parce qu'il faisait des alliances avec l'autre côté, quoi, dans les îles. Il ne faisait pas partie de l'FLNKS. Enfin, ça arrive dans le temps avec les gens qui prennent la politique comme carrière, quoi. Et il faut travailler avec les autres parfois. Il avait évolué dans sa pensée. Oui, oui. Dans sa pensée, je pense que ce qu'il a écrit, ce qu'il a dit dans sa jeunesse, ce qui était vraiment un modèle à suivre. Enfin, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut dans le temps quand on est dans les institutions, mais il m'a dit qu'il gardait toujours un livre de Frantz Fanon à côté de son lit. Alors, il avait au cœur toujours les sentiments qu'il avait avant. Oui, Frantz Fanon, le Martiniquais. Merci David Chappel. D'accord.